voile de l'intégrisme plane sur l'Algérie. Grande manifestation aujourd'hui à 2 mois des élections. Reportage de nos envoyés spéciaux dans quelques minutes. La planète Terre deviendra-t-elle la planète poubelle? Gros plan sur l'environnement à la veille de la journée de la Terre. La French Connection, héroïne du livre de Marcel Morin, le jeune commissaire qui dans les années 70 avait stoppé net la filière française de la drogue. Enfin, fini les choux ou les roses, garçons ou filles, choisir le sexe d'un bébé éprouvette sera désormais possible grâce à une découverte médicale britannique. Bonsoir, l'Algérie pourrait-elle devenir un jour un État islamique comme l'Iran par exemple? C'est la question que se posent avec inquiétude tous les pays méditerranéens. Il existe en effet en Algérie un parti de plus en plus puissant, le Front islamique du salut. Et ces militants ne se contentent plus de prier dans les mosquées, ils sortent dans la rue. Des dizaines de milliers de personnes en plein centre d'Alger et des manifestations dans tout le pays. Le FIS, le Front islamique de salut, battait aujourd'hui le rappel de ses fidèles. Hier, le FLN a annulé sa contre-manifestation pour éviter des incidents, mais le bras de fer engagé aujourd'hui prend évidemment un caractère politique à 2 mois des élections. Reportage de nos envoyés spéciaux, Morad Aïtabouche et Joseph Tual. La mosquée de Kouba, dans le quartier nord, l'un des hauts lieux de l'intégrisme islamique algérien, avec celle de Bab el Oued. Dans tous les haut-parleurs, la voix d'Ali Belhadj. La foule des fidèles écoute, immobile, les yeux rivés sur le sol. Certains ont apporté leur magnétophone, priorité au prosélytisme. Belhadj, le cofondateur du FIS, est aussi l'imam le plus écouté et le plus radical aussi. Son discours est simple, ses images percutantes. Dans l'histoire de l'Algérie, tout est parti des mosquées, dit-il, la religion, le culte et la politique. Et tout va continuer ainsi. Notre nation, c'est l'islam, il n'y a plus de frontières. Violence dans le prêche, ou plutôt dans le discours politique, il n'y a plus d'équivoque possible. Mais cet après-midi, le FIS a pris de court tout le monde avec son rassemblement. Plus de 300 000 hommes dans les rues d'Alger, sans un débordement, sans aucun affrontement. Le but de cette manifestation, c'est son existence elle-même dans un calme absolu, dans un climat de fraternité et de liberté. Les 5000 personnes du service d'ordre ont réussi à canaliser la foule, mais pas les paroles. Est-ce que vous êtes pour une république islamique? Voilà, oui, on est pour une république islamique. Pourquoi? Parce qu'on est musulmans, et ça s'arrête là. Pour vous, c'est la seule issue? Oui, c'est la seule issue. Les slogans sont là aussi sans ambiguïté. Ils veulent le Coran comme constitution. La marche silencieuse et pacifique s'est ensuite dirigée vers le palais présidentiel, vers le pouvoir, un symbole. Depuis leur reconnaissance, le FIS prend de plus en plus d'ampleur. Au dernier sondage, on estimait à 30% les intentions de vote en Algérie. Djurdjoura, comment réagissez-vous à cette manifestation? Eh bien, je trouve ça plutôt triste parce que finalement, l'Algérie ne fait que vivre les 25 ans de pénurie et de manque de liberté que nous avons vécu dans ce pays. Et il se passe en Algérie le phénomène qu'on rencontre ici avec Le Pen, c'est-à-dire que le Front islamique récupère la misère et la jeunesse et la misère de tout un peuple et de sa jeunesse. Et je trouve ça très très dommage. Alors vous êtes algérienne, on vous a invité parce que vous écrivez, notamment Le Voile du silence aux éditions numéro 1, parce que vous chantez, Djurdjoura, on connaît votre groupe, vous chantez la liberté, mais vous êtes privé de la liberté en Algérie, vous êtes bien de nationalité algérienne. Tout à fait, mais je ne chante pas en Algérie. Cela fait 10 ans maintenant que j'ai créé le groupe Djurdjoura et que je chante cette liberté qui m'est si chère et que j'ai payée aussi très cher. Et je la chante en ce moment à l'espace européen, qui est tout un symbole, puisque la seule peut-être manière de sortir de cet engrenage des intégristes, c'est peut-être aussi d'intégrer le Maghreb à l'Europe. Alors vous le dites et votre livre le prouve, votre vie de femme algérienne a été très très difficile. L'intégrisme, c'est une réelle menace pour les femmes algériennes? Réelle, parce que que font les intégristes en ce moment? Eh bien, ils séquestrent les femmes, ils les battent, ils les fouettent. Ils contrôlent le port du voile, ils brûlent les maisons des femmes qui sont des militantes des droits des femmes, celles qui vivent ou qui ont décidé de vivre divorcées ou avec leurs enfants. Nous vivons absolument une situation intolérable et moi je dis personnellement que j'attends des réactions d'Amnesty International, de Brigitte Bardot, il y a des bébés humains dans ce pays à sauver, des réactions d'Isabelle Adjani, de chanteurs populaires, pour qu'enfin on fasse éclater la vérité et pourquoi pas
excusez-moi, mais pourquoi pas ne pas affréter un bateau de la liberté, et on irait chanter sur la baie d'Alger. Alors, vous avez des informations qui proviennent évidemment d'Alger. Est-ce que vous craignez qu'un jour le Front islamique prenne le pouvoir? Est-ce qu'il a une chance de prendre le pouvoir? En un mot. Si nous laissons faire cela, oui. Mais avec des gens de liberté et des gens qui sont épris de démocratie, je pense que c'est notre responsabilité, on doit s'en sortir. Merci Durdura, on vous laisse repartir pour l'espace européen. Vous chantez Merci. ce soir. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine sera déterminante pour l'avenir de l'Europe avec la tenue d'un sommet franco-allemand et d'un sommet européen à Dublin. L'Europe de l'Ouest tentera de maîtriser la situation pour le moins flottante. C'est la raison pour laquelle François Mitterrand a décidé de reprendre l'initiative. Le président de la République était invité à Key Largo par Georges Bush. C'est pourtant lui qui a proposé la tenue d'un sommet extraordinaire de l'OTAN avant la fin de l'année. Explication, Pierre Babet. Non seulement la France ne traîne pas les pieds à propos de l'OTAN, mais en plus c'est elle qui prend l'initiative de la rénovation. C'est elle qui propose un sommet extraordinaire avec un ordre du jour, ce que doit faire l'Alliance Atlantique. Que doit faire l'Alliance? D'abord, maintenir sa cohésion. Et donc réaffirmer la nécessité de la présence de forces américaines en Europe. Soutenir l'appartenance de l'Allemagne unifiée à l'Alliance, tout en tenant compte des intérêts de sécurité de l'Union soviétique, élément qui doit toujours être pris en compte. Bruxelles, le 4 décembre 89, les alliés de l'Amérique avaient écouté le compte-rendu du président Bush après sa rencontre de Malte avec Mikhaïl Gorbatchev. Mais au prochain sommet extraordinaire de l'OTAN, ce sont bien les Européens qui auront l'initiative. Ils exprimeront eux-mêmes leur vue sur la sécurité européenne, car eux seuls peuvent intégrer leur sécurité dans l'ensemble beaucoup plus vaste de la construction de l'Europe et de toutes ses implications, militaires bien sûr, mais aussi économiques et politiques. C'est tout le sens de l'initiative française de Key Largo. Une négociation n'est pas exclue entre la Lituanie et le Kremlin, mais sur place, à Vilnius, ça se gâte. Par deux fois, en effet, aujourd'hui, l'armée soviétique est intervenue assez violemment dans des imprimeries de Vilnius et il y aurait plusieurs blessés. Pascal Verdeau. Échauffourée, bousculade, échange de coups devant le siège de l'imprimerie centrale de Vilnius pour ce deuxième jour de blocus énergétique. Selon les premiers témoignages, les soldats soviétiques qui occupent tous les bâtiments officiels depuis un mois ont frappé des civils armés qui gardaient l'imprimerie. Une deuxième imprimerie appartenant au Parti communiste indépendant de Vilnius a été évacuée manu militari. 2 personnes, dont un membre du Parlement lituanien, auraient été blessées par les soldats. Des machines servant à imprimer des magazines locaux ont été saisies. En Lituanie, comme dans tous les pays baltes où sont imprimés de nombreux journaux soviétiques indépendants, c'est aussi la liberté d'expression qui est en jeu. La libération d'un des otages américains est imminente, mais on a le sentiment que les ravisseurs font traîner les choses, comme si certains pays, la Syrie et l'Iran par exemple, tentaient ou voulaient tirer profit de la libération des otages. Jean-François Gringoire. L'armée syrienne tente d'imposer sa force pendant que chiites pro-syriens et chiites pro-iraniens s'entretuent en de violents combats. Sur le terrain comme en coulisses, la Syrie fait apparemment ce qu'elle peut pour obtenir la libération du premier otage américain. La Syrie qui s'est largement engagée hier en garantissant auprès de Washington la libération d'un des 3 otages américains détenus par le djihad islamique pour la libération de la Palestine, le JLP. Or, ce mouvement pro-iranien entendait plutôt, avec cette libération, répondre au bon vouloir de Téhéran. Damas se retrouve donc dans une situation délicate, le JLP ayant annoncé le report et non l'annulation de la libération. Motif, je cite un haut responsable du Hezbollah libanais, le comportement de cow-boy arrogant des États-Unis. Car ces ultimes moments qui précèdent les libérations d'otages sont souvent le théâtre de demandes de dernière heure de la part des ravisseurs et de leurs alliés. Des demandes qui sont aux yeux des Occidentaux en général autant de surenchères auxquelles ici les Américains ne semblent pas vouloir céder. Optimiste malgré tout, Washington a envoyé une délégation en Allemagne fédérale où l'on espère accueillir le ou les premiers otages américains avant dimanche.
Faut-il vraiment s'en réjouir? La science permettra désormais d'établir la carte d'identité d'un bébé éprouvette avant même sa naissance. 3 jours. Il suffira maintenant de 3 jours après la conception d'un bébé éprouvette pour déterminer son sexe. Fini la poésie, vous le disiez, Paul. Mais au-delà de son caractère exceptionnel, cette découverte d'une équipe de chercheurs britanniques pose déjà des problèmes d'éthique. Explication, Éric Thibault. Les ovules sont d'abord prélevés chez la femme et ensuite fécondés en éprouvette. Après 3 jours, l'embryon est constitué de 8 cellules. L'une d'elles est alors prélevée et c'est à ce moment-là que les chercheurs peuvent déterminer si cette cellule contient des preuves de la présence de chromosome Y, signe que l'enfant à naître est un garçon. Or, l'intérêt médical réside justement à cette étape. En effet, 200 maladies génétiques affectent uniquement les garçons, notamment l'hémophilie. Les chercheurs britanniques ont donc mené l'expérience avec 5 couples susceptibles de transmettre une maladie héréditaire. Et aujourd'hui, 3 des 5 femmes sont enceintes et donneront naissance à des petites filles. Mais cette sélection de l'embryon à 3 jours suscite déjà des inquiétudes. Une des libertés d'un enfant, une des façons de démontrer qu'il est un sujet autonome, c'est qu'il a un sexe imprévu, qu'on n'a pas le commandement. C'est ce qui, d'évidence, le distingue d'une poupée qu'on va choisir et qu'on peut choisir garçon ou fille. Mais un enfant, c'est pas une poupée, c'est pas un objet. Mais pour les chercheurs qui ont mené cette expérience, on ne doit choisir le sexe de son bébé que pour des raisons strictement médicales. Cette technique ne doit pas conduire à la sélection de l'embryon parfait. Ouf. Le monde entier va enfin s'intéresser à son bien le plus précieux, la Terre. Il lui consacrera dimanche toute une journée. Cela prendra forcément l'allure d'un rite, mais c'est un rite nécessaire. Et la sensibilisation a déjà commencé dans 140 pays. Mais c'est sans aucun doute aux États-Unis que la manifestation prendra toute son ampleur. En France, toutes les associations de défense de l'environnement se sont mobilisées. Alors, si la Terre perd la boule, reste à savoir si les terriens vont perdre la tête. Reportage Jean-Paul Géroard. Cette sonnerie d'alarme retentira dimanche dans 140 pays. Le jour de la Terre, réplique de Earth Day, une initiative américaine vieille de 20 ans qui ressuscite à l'échelon mondial. Principal objectif, sensibiliser l'opinion aux problèmes d'environnement, mais aussi amener les individus à s'engager personnellement et leur expliquer comment faire. On a des centaines de coups de fil de partout, de toutes sortes de gens, de personnes qui appartiennent à différents échelons de la société qui nous disent oui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est par exemple éviter de prendre systématiquement sa voiture, utiliser davantage les transports en commun. Ce sera le thème d'une des multiples actions organisées sur tout le territoire. Les Parisiens sont invités dimanche à troquer leurs véhicules contre des vélos ou des patins à roulettes. Une gageure si l'on en croit la campagne de recueil de promesses de bonne conduite écologique menée par l'association Les Amis de la Terre. Les engagements déjà souscrits sur Minitel ou recueillis par des enfants sur les marchés montrent que les Français sont plus favorables à l'idée d'économiser l'eau ou l'énergie, de protéger la forêt, plutôt que lâcher la sacro-sainte bagnole ou encore trier leurs déchets. Les Français qu'on a interrogés ont tendance à choisir des choses peut-être anodines, simples, quotidiennes, mais très faciles à faire. J'ai promis des choses que je fais déjà. Je dis, je prends de l'essence sans plomb. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis les bombes, évidemment, pour la couche d'ozone. Toutes ces promesses seront comptabilisées sous forme de feuilles couvrant un arbre symbolique devant la Géode à la Villette. L'état de son feuillage sera l'un des baromètres de la prise de conscience écologique que l'on attend dimanche. Et le monde politique devrait être d'ailleurs beaucoup plus attentif à la montée de l'écologie en France. On le voit bien à Cahors, où les Verts vont jouer le rôle d'arbitre à l'occasion d'une élection partielle. Philippe de Ceschi. L'an dernier, l'écologiste Michel Graffeder, en se maintenant au second tour, avait failli faire chuter à 14 voix près Maurice Faure. Soutenu par Brice Lalonde, ministre de l'Environnement, Michel Graffeder se représente aujourd'hui. Mais dimanche prochain, il est probable qu'il rejoigne au second tour la liste d'Union de la gauche. Aussi fidèles à leur slogan, ni droite ni gauche, les Verts ont-ils décidé cette fois-ci de soutenir Anne Gaillard, qui elle entend mener le combat jusqu'au bout. Au second tour, nous nous maintiendrons. Lâché par les Verts, Michel Graffeder ne se résigne pas et justifie sa position. Notre sensibilité, c'est une sensibilité écologiste de gauche. Une chose est sûre, ce sont les écologistes qui arbitreront ce scrutin, qui opposent d'un côté le radical Bernard Charles, l'ancien premier adjoint de Maurice Faure, et le centriste Pierre Masse, investi par le RPR et l'UDF. Pour soutenir Bernard Charles, le Premier ministre et Bernard Tapie.
de grande pointure, ce qui ne manque pas d'irriter quelque peu le candidat de l'opposition. Mon adversaire s'essouffle un peu et a besoin de faire venir, par exemple aujourd'hui, un repreneur d'entreprise en difficulté, ce qui est tout à fait normal à Cahors, après la gestion qu'il a fait de cette ville. Moi, je fais une campagne pour Cahors. Je ne m'occupe pas des autres. Chacun défend ses programmes. À moins de 2 jours du scrutin, il n'y a que Maurice Faure qui soit soulagé. Sa succession sera difficile, elle se jouera dans un mouchoir de poche. Ce débat, semble-t-il musical, on a entendu l'accordéon, semble perturber sérieusement un ministre écolo, Brice Lalonde. Il a décidé de résoudre son problème d'identité en disant simplement ce qu'il a sur le cœur, en critiquant par exemple la classe politique, le Parlement ou le microcosme. Il tient à assumer. Témoignage recueilli par Michel Lelon de Lille. Le Parlement est le meilleur allié du ministre de l'Environnement. J'ai besoin du Parlement, les parlementaires jouent un rôle extrêmement important, mais l'image de la vie politique qui est donnée quelquefois par certaines séances du Parlement est mauvaise, mauvaise pour la politique, mauvaise pour l'impression que les Français ont de la politique. Moi, je ne suis que le ministre de l'Environnement, ça fait 20 ans que je m'occupe de cette question, j'ai envie de donner un nouveau souffle à la vie politique française. Je suis inquiet de voir que les Français se détournent de la vie politique, se détournent du Parlement, font confiance à des partis extrémistes. Je ne veux pas cela pour mon pays. Donc de temps en temps, j'ai la parole un peu facile. C'est mon défaut. Il y a un de vos collègues, M. Chevènement, qui avait dit un jour, ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Je reste et je ne ferme pas ma gueule. Et il crée un parti, ou plutôt un mouvement, le mouvement des Verts. Georges Brassens serait fort irrité s'il l'apprenait à Roubaix. Les amoureux ne pourront peut-être plus se bécoter sur les bancs publics, ils seraient mal à l'aise à cause des caméras. Une trentaine de caméras installées dans les endroits stratégiques de la ville, un système de vidéosurveillance relié au commissariat. À Roubaix, les faits et gestes des habitants sont maintenant surveillés par des yeux électroniques, mais cela n'a pas l'air de vraiment les inquiéter. Reportage à Roubaix, Christine Van de Putte. Souriez mesdames, vous êtes filmés, et pas seulement par FR3. La police municipale, elle aussi, vous épie. Depuis quelques semaines, une douzaine de caméras scrutent le centre-ville. L'objectif est de repérer les petits délinquants, particulièrement actifs dans ce secteur. Personne n'a été averti, mais certains ont déjà repéré les espions. Et plus étonnant, beaucoup approuvent leur mise en place. Ah, trop de voleurs, ouais. Ah, ça c'est très bien. Ah ouais. Ah franchement, si c'est bien. Si ça aboutit à quelque chose, bien sûr. Toutes les images arrivent au sous-sol du téléport, dans un local très protégé. La surveillance s'effectue 24 heures sur 24. La nuit, certaines entrées de bâtiments sont équipées d'un dispositif spécial, matérialisé sur l'écran par ces carrés blancs. Tout passage déclenche une alarme. Que faites-vous quand vous voyez quelque chose de suspect? Je suis relayé directement au PC central, qui peut appeler une voiture qui est en patrouille dans la ville. Cette surveillance, qui a déjà donné, paraît-il, quelques résultats, sera progressivement étendue à l'ensemble des points chauds de la ville. On va même installer de fausses caméras qui pourront être remplacées par des vraies. Impossible donc de savoir quels sont les sites effectivement surveillés. Ça ne vous gêne pas d'être filmé dans la rue? Ah, pas la police? Non, pas du tout, j'ai rien à me reprocher. Si, quand même. Pourquoi? Je sais pas, on vit pas libre. Dans un pays libre, on n'est pas libre. Roubaix n'est pas la première ville à utiliser la vidéosurveillance. L'innovation, c'est l'utilisation du câble pour le transport des images, une spécificité qui a nécessité l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui, selon les responsables, garantit l'impossibilité d'un piratage. La French Connection existe encore, mais ailleurs qu'à Marseille, les chimistes français sont très demandés, malheureusement. Révélation de Marcel Morin. Et Marcel Morin, c'est l'homme qui a fait tomber la French Connection. Souvenez-vous, dans les années 70, sous la pression de Richard Nixon, Georges Pompidou et Raymond Marcellin décidaient d'employer des grands moyens. Le jeune commissaire Morin réussissait alors un exploit, démanteler la filière française. Elle alimentait tous les États-Unis et arrêtait le chimiste Joe Césari. Reportage à Marseille, Nathalie Darrigrand et Christian de Carnet. Jamais nous étions aperçus de... Moi, je ne m'ai aperçu de quoi que ce soit. Ah, moi non plus. Jamais. Sauf l'odeur. Oui, l'odeur. C'est un coin qui était tranquille, c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Hein. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait un laboratoire de drogue là, moi. 20 ans après, on en parle encore à Aubagne. C'est ici, dans cette maison, que Joe Césari, le plus célèbre des chimistes français, avait installé dans les années 70 son laboratoire. Sa spécialité, transformer la morphine base en héroïne, la meilleure du monde. Et dès qu'ils ont ouvert la porte, on a senti l'odeur caractéristique de vinaigre, d'anistride acétique.
Et là, on en a pris une bonne inspiration, car on s'est dit qu'on avait gagné. Été 1971, le Vieux-Port est sous le choc. Un policier parisien vient de prendre la tête de la brigade des stupéfiants de Marseille. Ce que les Américains appellent la French Connection est donc vrai. La drogue est raffinée ici avant de repartir vers les États-Unis. Marcel Morin et son équipe mettent la ville sur écoute, planquent devant les cafés. Il leur faudra 5 mois pour trouver Jo Césari. Ce ballon nous a donc permis de poursuivre la surveillance sur Césari, dont on savait qu'il était un chimiste réputé, et Georgiou, qui était constamment avec eux. Il s'est agi donc de ne pas lâcher cette filature pour arriver à découvrir sa nouvelle résidence. Et quand on l'a découverte, c'était le 16 mars 72, vers 13h30, on est arrivé là. Je crois m'en qu'il devait y avoir 120 kilos dans une armoire qui se trouvait dans la salle même du laboratoire. C'était vraiment le génie français, finalement, du bricolage, hein, mais il raffinait avec ses moyens assez dérisoires. C'est ce qui avait stupéfié les Américains de l'héroïne à 95%. C'était le système des Français dans ce qu'il avait de plus extraordinaire, mais aussi de plus pervers. 4 jours après son arrestation, Jo Césari est retrouvé pendu dans sa cellule au Baumette. Marcel Morin découvre ensuite 5 nouveaux laboratoires dans la région et démontre qu'au moins 6 tonnes d'héroïne sont parties de Marseille vers les États-Unis en 5 ans. Une vérité qui blesse bien des susceptibilités au sein même de la police. En 1974, Morin est rappelé à Paris. Il ne s'occupera plus jamais de stupéfiants. Et vous pouvez retrouver son témoignage dans le livre qu'il a écrit avec François Missen, La planète blanche, aux éditions Tsuru. Le 19-20, pour conclure, a décidé de célébrer à sa façon la journée de la Terre avant l'heure, 48 heures avant dimanche, en vous faisant écouter une écologiste avant l'heure, elle aussi, John Baez, qui commence ce soir une tournée en France et qui commence par Toulouse. Chanson enregistrée cet après-midi par notre station de Toulouse, John Baez. Déjà, tournée parrainée par FR3, donc ce soir John Baez à Toulouse, ce 19-20 est terminé, programme encore très éclectique ce soir après la classe, Thalassa de Georges Pernou et le 7e épisode de Pierre Legrand. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est soir 3 à 22h40, présenté par Marc Hautement. Tout de suite, la météo complète de Florence Klein. À 12h45 demain, Éric Achard, à lundi, 19h. Bonsoir.